Bonjour à tous, merci d'être là. Vous êtes la preuve vivante que les développeurs préfèrent la connaissance à la bière. Je m'appelle Nicolas Frankel. Il y a quelques mois, j'étais développeur. Et il y a 6 mois, j'ai décidé que c'était vachement plus cool d'être payé pour aller faire des conférences et d'aller boire des canons. Donc je suis devenu DevRel. Je travaille pour une société qui s'appelle Exoscale, société suisse. Nous offrons du cloud computing, pas au niveau d'Amazon, bien sûr, mais nous offrons du cloud computing qui est à l'abri des mains du gouvernement américain, puisque nous ne sommes pas soumis au Cloud Act. Qui utilise le cloud ici? Ouais, 3/4 de la salle. Qui connaît le Cloud Act? Ah, pas mal déjà. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, le Cloud Act, c'est une loi américaine extraterritoriale, c'est-à-dire qui s'applique à l'ensemble de la planète, qui fait que si vous contractez avec une société américaine, le gouvernement américain a le droit d'aller trifouiller vos données. Pensez-y. Donc nous, on est suisse, pour info. Mais bon, ok. Voilà, c'était bon, on commence. Qui est utilisateur de Docker? Yes! Bravo, vous êtes au bon endroit. Donc, moi aussi, j'ai commencé Docker il y a quelques temps, et voilà comment je faisais. Donc déjà, j'ai un magnifique Docker container que je vais lancer devant vos yeux ébahis. Je vais le supprimer parce que je ne le veux pas. Je vais mettre un petit host qui s'appelle test. Et vous allez voir que mon Docker, c'est un truc de malade. Alors peut-être c'est même un peu trop petit. Hop là, c'est pas petit pour voir l'erreur par contre. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah bah oui, c'est start. Donc je vais faire, c'est pas logger, c'est pas c'est simple log et son tag c'est 1. Et là, on voit que ça fait quand même 6 mois que j'étais développeur. C'est de la haute technicité. Donc on a fait ça, on est content, on a nos logs, c'est la fête. Et puis on dit, bon, bah, c'est bon, j'ai vu ce que je voulais voir, donc maintenant, j'arrête mes logs. Et puis on dit, bon, bah, mon container, il en est où? Mon container, bah, malheureusement, je viens de le tuer en faisant un CTRL-C. Bon, c'est pas grave. Peut-être que c'est parce que c'était juste un Docker run. Donc je vais essayer de faire un Docker start. Donc j'ai déjà une image que j'avais préparée. ps-all grep log. Donc il s'appelle logger 1. Donc je vais le lancer. Et puis je vais l'attacher directement. Très bien, j'ai encore mes logs, c'est magnifique. Bon, j'ai fini de consulter mes logs, j'arrête mes logs. Bon, toujours pas. Ça commence à être un petit peu pénible quand on veut voir les logs. C'est bien, quand on veut plus voir les logs, on arrête le container. Alors peut-être c'est qu'en fait, je l'ai lancé directement avec un tiret, peut-être qu'en faisant 2 commandes. Donc là, je l'ai lancé. Et puis maintenant, je vais m'attacher à lui, donc je vais voir les logs. Et donc je suis content, j'ai mes logs. Bon, il y a un gros problème quand même. Je n'arrive pas à me connecter à mon container pour voir mes logs sans avoir le problème. Donc dans ce cas-là, ben, à ce moment-là, on se pose des questions existentielles et on dit, bon, ok, alors, peut-être que sur Docker Start, je vais avoir un truc. Ah, j'ai un truc qui s'appelle detach keys. Ah, bah, peut-être que c'est ça en fait ce que je vais faire. Donc je vais faire un Docker. -a, detach keys. Et maintenant, j'ai paumé ce que je voulais dire, logger 1, et j'ai surtout paumé la commande, c'est start. Non. Ah oui, il faut dire quel detach keys. CTRL A, par exemple, je sais pas. Voilà. Ah, je me dis, super, maintenant, c'est enfin bon. J'ai tapé CTRL A. J'ai toujours mes logs. Bon, enfin, vous connaissez le principe. Si je m'arrête là maintenant, PS, pardon. Voilà, j'ai toujours ce petit problème. Voilà. Ah bon? Imaginons que ça soit pas en production déjà. Je vais faire un Docker attache et petite lettre. Je vais peut-être regarder ce qui est possible. Et là, victoire. Enfin, j'ai un truc que je comprends. Et en fait, ce qui se passe quand vous attachez un container, par défaut, bah, tous les signaux que vous envoyez
à votre machine, ils sont transmis au container. Donc si vous faites CTRL-C, le signal est transmis, donc il arrête tout. Donc le truc maintenant, c'est de faire un docker attache... non, merci. Je vais copier-coller pour plus de sûreté, est égal à false, logger 1. Donc j'ai mes logs, et maintenant, enfin, quand je fais CTRL-C, et que je fais docker ps, le container tourne toujours. Et donc je peux continuer à m'attacher à lui de manière assez magnifique. OK? Bon. Après, la deuxième chose qu'on apprend, c'est quand on fait un docker logs, on a accès directement au log de l'application. De log de l'application depuis le départ. Vous pouvez voir d'ailleurs toutes les démos que j'ai faites avec les dates, c'est super intéressant. Vous avez aussi la possibilité de le faire en watch. Et là, quand je quitte le processus, c'est juste un docker log que je quitte, ça n'a aucune incidence. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est quelque part sur la machine doit bien y avoir un fichier de log. Donc on peut se poser la question de savoir où est-ce que le fichier de log. Alors ce qu'on peut faire, c'est un docker inspect de logger 1. Bon, voilà, il y en a un petit peu beaucoup. Donc, on ne connaît pas la formule magique, donc on cherche sur Internet, et au bout d'un moment, on tombe sur un truc qui s'appelle format. Et là, je ne vous cache pas que la syntaxe est vraiment très valorisante. Voilà. Donc voilà où est mon fichier de log. Super, peut-être que je peux aller le consulter directement. Pardon, hop. Ah, le copier-coller qui... Ah. Peste. Que se passe-t-il? Ah, bon sang, j'ai oublié que j'étais sur un Mac, et comme c'est pas un vrai Linux, j'ai pas une intégration native. Donc j'ai une espèce de couche d'abstraction qui fait que je peux pas aller directement chercher mon fichier de log. Donc là, j'ai mon petit bloc-notes, parce que sinon c'est un petit peu pénible de le connaître par cœur. Donc je vais aller dans le TTY, hop, et là je prends bien soin de copier l'endroit où il est. Je peux faire un clear, pardon, hop, voilà. Ça a l'air pas mal. Et maintenant, je peux faire un ls de cet endroit-là. Et là, enfin, il me le trouve. Par contre, j'ai été obligé de magouiller, etc. Et on peut même le voir qu'il continue d'écrire dedans avec passion. Par contre, vous voyez que c'est plus tout à fait le même message de log. C'est le message de log, pas de mon container, enfin, pas de mon application, c'est le message de log du container. Donc avec plein de spoons en plus. Mais au moins, je sais à peu près où c'est. Et là, pour sortir de là, est-ce qu'il y a des experts là-dessus? J'ai cherché aussi un petit moment, la première fois. Le raccourci, c'est CTRL-A, CTRL-K. Et je ne l'invente pas. Et donc, pour éviter ce problème de j'ai une couche d'abstraction en plus et je ne peux pas accéder au file system directement, ce que je vais faire, je vais utiliser le cloud. Et donc, comme je vous l'ai dit, je fais partie d'une société qui propose des services cloud. Je me suis créé une petite instance. Et donc maintenant, si les dieux de l'Internet sont avec moi, donc j'ai Docker d'installer dessus. Okay, j'ai rien qui tourne dessus. Et j'ai toujours mon logger 1. Donc ici maintenant, je peux faire un docker start logger 1. Et maintenant que vous connaissez le truc, je peux faire un docker logs logger 1. Ou un docker logs-f logger 1. Donc c'est exactement la même chose. Le seul avantage que j'ai là-dessus, c'est que maintenant, si je fais un docker inspect, donc toujours avec le format que j'adore, qui rend vraiment les gens heureux, log pass de logger 1,
Et bien ici, je vais pouvoir récupérer bien sûr, comme c'est créé par Docker, je suis obligé de faire un sudo. Et voilà, et j'ai récupéré mes petits. Et là, je ne suis pas obligé de passer par une couche d'abstraction, c'est direct. Et à partir de là, je peux utiliser tous les patterns classiques que vous connaissez, et notamment celui des logs centralisés. Donc ce qui serait super bien, c'est que j'utilise un petit Elasticsearch avec un petit FileBit qui va scraper le fichier puis le mettre dans Elasticsearch. Faisons-le. Donc comme j'ai commencé avec Docker, bah, j'ai aussi un container Elasticsearch qui a été dockerisé. Donc j'ai pris l'image classique que vous pouvez télécharger sur Docker Hub. Et j'ai un Docker, un FileBit varlog. Okay. Donc ça, c'est la commande qui m'a permis de créer mon image Docker. C'est pas très intéressant. Le seul truc que vous pouvez voir, c'est que potentiellement, ils partagent le même network et qu'il utilise un fichier de configuration que je vais vous montrer. Voilà. Et donc, je lui dis maintenant le chemin pour aller chercher ça. Donc, si je lance ce container-là, je l'ai déjà créé, parce que sinon, si je suis obligé de télécharger l'image, c'est un petit peu pénible. Là, il me l'a lancé. Et maintenant, ce que je peux faire, c'est aller vérifier dans Elasticsearch s'il est bien en train de me scraper ce que je lui demande. Et comme je ne connais pas l'URL par cœur, voilà, donc 16h42, c'est pas mal. Time zone UTC. On n'est pas mauvais. 42.06. 42.11, donc j'ai bien mon truc qui tourne, etc. etc. OK? Sauf que c'est quand même super galère à chaque fois d'aller récupérer l'emplacement du fichier et que normalement vos containers ils sont censés être mis et enlevés. Donc peut-être ce qu'on peut faire, c'est utiliser les capacités de FileBit pour être mieux que ça. Donc on va stopper ce container-là. Et en fait, j'en ai fait un autre qui est un peu plus facile à lire et qui s'appelle FileBit Docker. Donc c'est le même concept. C'est juste j'utilise un autre fichier de configuration. Et lui, ce qu'il fait, c'est qu'en fait, il va juste récupérer l'ID. Donc lui, il a juste à récupérer l'ID. Le pass complet, c'est de l'abstraction. L'ID, c'est important. Et l'ID, en fait, si vous regardez, si je regarde, voilà, ici, vous retrouvez A0404, A0404, c'est exactement ça. Donc maintenant, si je le start, celui-là, Docker, non, ça marche moins bien, forcément. Je vérifie que j'ai bien tous mes process qui tournent. FileBit, Docker, Elasticsearch, Logger1. Et donc maintenant, je peux refaire mon curl. Et là, l'intérêt, c'est que maintenant, non seulement j'ai plus besoin de lui spécifier l'emplacement exact sur le file system, c'est FileBit qui s'en occupe, mais surtout, j'ai pas l'espèce de wrapping qui est fait, j'ai directement mon message directement. Donc j'ai pas besoin de mettre un logstash pour enlever les choses qui me plaisent pas. Directement, tout est fait. Super. À cette approche, il y a un problème, c'est que malheureusement, on vit dans un monde aux ressources limitées, et notamment, une des ressources qui est limitée, c'est le file system. Et donc, si vous continuez à créer des logs, au bout d'un moment, vous avez un file system plein. Donc, qu'est-ce que vous mettez en place? Vous mettez en place des log rotation, mais dans ce cas-là, vous ne savez pas comment il faut configurer soit FileBit, soit le container Docker pour faire la log rotation. Bref, c'est un petit peu pénible. Donc, une idée pour combattre ça, si vous avez vraiment beaucoup de logs, c'est dire, OK, très bien, en fait, ce qu'on va faire, au lieu d'utiliser le driver de log par défaut, et là, c'est mon petit problème, je ne sais pas pourquoi, mais aujourd'hui, il décide d'arrêter il prend énormément de temps pour s'arrêter. On peut créer une image Docker
toujours avec mon application SimpleLog, en utilisant un autre driver qui, au lieu d'écrire dans la log, un fichier de log, va envoyer des messages, au format Guelph par exemple. Et donc, dans ce cas-là, c'est dans l'image Docker, c'est-à-dire votre image, votre application, elle ne bouge pas, mais l'image Docker, vous allez la configurer pour lui dire, écoute, tu vas utiliser non pas le driver par défaut, mais tu dois utiliser un driver Guelph qui va envoyer des événements, et puis vous lui dites, bah, les événements, ils vont aller à cette adresse. Et pour ça, malheureusement, ça marche sur un port UDP, et il faut mettre en place Logstash. Donc je vais mettre en place Logstash, mais vous connaissez le principe, hein, je spin up un container Logstash que j'ai préparé par avance. Donc normalement, Logstash, il met un petit peu de temps à démarrer, donc on va lui laisser le temps de respirer. Et maintenant, je peux démarrer mon image qui lance des événements. Là, la différence, c'est que par défaut, c'est un autre index, donc je suis obligé de refaire ma petite copier-coller de mon bloc-notes. Et là, on voit qu'il n'a pas encore bien démarré, donc il va se bouger un petit peu les fesses, ça serait sympa pour la démo. Ah non, 15h11, 15h49, non, c'est bon, c'est en train de démarrer. Enfin, c'est en train de démarrer, pardon. Ah voilà, ça c'est bon, ça c'est bon. Ça c'est bien, 2 heures de décalage, c'est exactement ça. Donc, très bien. Alors oui, ça a l'air super séduisant, sauf que dans ce cas-là, là, vous n'avez plus de fichier de log. Donc comme vous n'avez plus de fichier de log, votre Docker logs, il vous renvoie rien. Il ne va pas garder les logs en mémoire, il prend un événement, il le lance, il l'oublie, c'est fini. Donc c'est après à vous de vous débrouiller que ce qui est à l'autre bout, que ça soit du Kafka, du Logstash, du n'importe quoi, ça soit up. Sinon, vous perdez vos logs. OK, très bien. L'étape suivante qu'on peut se poser comme question, c'est oui, mais vous connaissez beaucoup d'applications qui font que écrire de la log sur stdout? Là, c'est le cas simple. En fait, le problème, il est là, c'est qu'il y a très peu d'applications qui écrivent sur du stdout. Si je pense qu'il y a beaucoup de développeurs Java dans la salle. Si je prends du Tomcat, voilà, vous avez au moins 3 fichiers de log de base, et il n'y en a aucun qui est sur stdout. Voire, on vous a interdit d'écrire sur stdout pour des problèmes de perf, etc. Machin. Donc, j'ai modifié mon application. Pardon, j'ai modifié mon image. Pour rediriger la sortie, mon script bash, vers un fichier de log, qui n'est pas stdout. Okay. Et je l'ai appelé logger2. Donc maintenant, si je fais un docker start de logger2, et que je fais un docker logs de logger2, il n'y a rien. Puisqu'il n'écrit pas dans le stdout. Alors vous allez me dire, mais comment vous êtes sûr qu'il écrit? Bon, ok, on peut regarder. Hein. On va... Oups. Donc on va faire un petit shell dedans. Et puis on va vérifier que dans var mylog, demi-log, il y a bien un truc. Puis on peut même faire un tel dessus parce qu'on a les moyens. Hop. Voilà, donc j'ai bien un truc qui est écrit, mais je ne sais pas comment le récupérer. Et ça, malheureusement, c'est la plupart du temps qui est ça. Donc, si vous connaissez un petit peu Docker, vous pouvez dire, ah, mais alors en fait, quand moi, je vais lancer mon container, ce que je vais faire, je vais monter comment ça s'appelle, le pass var mylog, je vais le monter sur mon host, et depuis mon host, je vais pouvoir le scraper. C'est pas mal. Le problème, c'est que c'est toujours le même problème, c'est que vous supprimez une couche d'abstraction, c'est-à-dire Docker vous abstrait de tout un tas de problèmes, et vous allez remonter quelque chose sur votre host où vous avez besoin de connaître le pass, qui peut changer, etc. Ce qu'on peut faire, si on ne veut pas se poser des questions existentielles, c'est utiliser un truc qui s'appelle le sidecar. Donc ici,
je partage toujours le même réseau parce que j'ai besoin d'envoyer des choses à Elasticsearch. Mais mon FileBit, ce qu'il va faire, c'est qu'en fait, il va monter automatiquement chez lui les volumes qui sont exposés par le premier container. Et donc, lui, il n'a pas besoin de le connaître. Alors par contre, ce n'est pas magique, hein. Il y a quelqu'un qui a besoin de le connaître. C'est toujours le même problème, c'est la configuration du FileBit. Une limite à la magie. Et là, je lui dis, bah écoute, voilà, tu vas aller scraper ça. OK ? Et donc maintenant, si je fais un docker start, oups, de FileBit sidecar, je laisse un petit peu le temps de démarrer, mais FileBit, il est assez rapide. Je reprends mon petit curl. « 51, c'est pas mal. » Okay, pourquoi? Parce qu'en fait, si maintenant je fais un Docker, donc maintenant je vais mettre dans le sidecar, donc c'est FileBit sidecar de ch, voilà, et que je fais un ls de / var mylog demi.log, pouf, il est là. Hein, ils sont montés entre eux. Ils ont fait des bébés, ils ont partagé un petit truc. Et moi, derrière, je n'ai pas eu besoin de m'en occuper. Et ben voilà, ça fait déjà pas mal de choses. Hein? Donc pour récapituler, j'aurais peut-être dû faire du rouge avec du PowerPoint qui blink, quoi. Faut pas utiliser attache. Vous avez a priori aucune raison d'utiliser jamais attache. Et si vous utilisez attache, alors n'oubliez pas de couper les signaux, parce que sinon, après, c'est plus possible. Le fait d'utiliser des fichiers ou des événements, ça dépend de votre contexte. D'un côté, vous pouvez avoir l'historique en faisant un Docker logs, ça prend de la place sur le file system. De l'autre côté, vous avez les bénéfices, c'est-à-dire que vous avez pas de problème d'espace. Par contre, il faut être super sûr que de l'autre côté, là où vous envoyez, ça soit clusterisé, sinon vous risquez de perdre vos logs. Et dans ce cas-là, vous perdez Docker logs. Et dans tous les cas, si vous avez une démarche DevOps ou même Ops tout court un minimum sérieuse, vous devez utiliser un pattern de logging centralisé, que ça soit de l'Elasticsearch, que ça soit du Greylog, que ça soit du Splunk, ça c'est pas un problème, mais vous devez impérativement envoyer tous vos logs à un endroit. Et si vous devez scraper des fichiers de log, dans le modèle Elasticsearch c'est FileBit, sinon c'est du Logstash. Je vous remercie de votre attention, qui, encore une fois, c'était pas gagné pour le dernier slot. Vous pouvez lire mon blog, vous pouvez me suivre sur Twitter. Et le dernier lien, c'est un article de fond qui vous permettra de vous rappeler de ce que je vous ai dit là, et que j'espère pourra vraiment vous convaincre d'utiliser Docker, et que c'est pas plus grave d'utiliser Docker, il faut juste savoir comment l'exploiter, au-delà de « ouais, c'est cool, mon app, elle est dans Docker ». Et là, je vais dire une phrase qui va peut-être être la fin du monde. Est-ce que vous avez des questions? Parce que la dernière fois que j'ai vu au stock suivant, personne a dit « vous avez des questions ?» et j'ai vu la moitié des gens qui ont fait « pouf !» Ah, ça commence. Il y a des questions? Est-ce que c'est Biroclock ou est-ce que vous avez des questions? Ah, merci. Dans tes exemples, en fait, on perd souvent le niveau de criticité du log. On perd si c'est critical. On a beaucoup d'applications qui envoient si c'est à des bugs, infos et tout ça. Et souvent, quand on balance sur de l'output comme ça, on perd tout ce niveau de criticité, en fait. Donc, on a juste de l'information, mais on ne peut plus après mettre de l'alerting en disant que notre application... Alors, je dois m'inscrire en faux. Soit je ne comprends pas la question, mais en fait, une fois que tu envoies, par exemple, quand tu récupères ton log, tu peux l'envoyer sur un Logstash. Et derrière, tu peux avoir un grokking pattern qui dit ça c'est le niveau d'alerte.
Et dans ton Elasticsearch, c'est structuré, ton alerte, c'est info, c'est erreur, c'est fatal, c'est machin, et tu n'as aucun problème avec ça. Donc, dans tes exemples, en fait, voilà, c'est pas de enfin, Pardon? dans les exemples, tu avais juste l'information, mais tu n'avais pas le critique. C'était toi qui. Ah bah ça, c'est mon application qui ne faisait pas de niveau de criticité, parce que effectivement, c'était une application Hello World qui faisait juste... voilà. Mais il n'y a aucun problème. Ton message, tu l'envoies par Guelph ou dans la log, et puis derrière, tu as un logstash qui, lui, va groquer avec un pattern et qui va mettre la criticité dans la bonne colonne. Ah, voilà. Les gens sont en train de partir. Ah, je le crains, je le crains. Je pense... Ah, il y a encore des questions. Des gens qui sont toujours plus intéressés par la connaissance que par la bière. Une question, je vous demande de rester encore un peu concentré, et après, on ira tous prendre des bières au Meet and Greet. Sauf si vous n'aimez pas la bière, il y a du champagne sinon. Des bières et des jus de fruits. Ah bah c'est pas ce qu'on m'avait dit. Hein. Merci pour la conf, c'était cool. Petite question, quand on utilise un orchestrateur, type Kubernetes, Swarm ou peu importe, comment on fait? Tout est ouvert. Bah alors là, ça demande un peu plus de temps pour répondre à cette question-là. On en discute tranquillement. Est-ce que tu as une question plus précise? Parce que comme on fait, c'est un petit peu large. Je crois que je pourrais faire un talk dessus. Et puis là, je ne l'ai pas préparé, quoi. Là, les images Kubernetes que j'ai préparées, voilà. Les images Docker que j'ai préparées, elles sont stateless. Hein. Elles vont juste, FileBit, il va juste prendre le truc et puis il l'envoie. Donc quand ça tombe, t'en refais une autre. C'est pas très très grave. Ah, une question là-bas, mais il faut être un peu sportif. Et merci. Allez. Je crois que c'est la dernière, parce que s'il y en a un tout en bas, après... Là, on va toujours avoir des IO parce qu'on va écrire quand même sur le disque pour relire après avec Logstash. On ne devrait pas plutôt juste configurer notre application pour envoyer en UDP vers le endpoint centralisé? Alors, c'est une bonne question, c'est une vraie question d'architecture. Déjà, Logstash, il peut être sur ta machine, il peut être sur une autre machine. Il y a 15 000 manières de faire. Moi, personnellement, j'essaye de découpler les responsabilités et j'évite que mon application, elle envoie des mails. Après, ça dépend du contexte. J'ai été consultant pendant longtemps, la réponse c'est « it depends ». Effectivement, tu peux te poser la question de savoir qu'est-ce qu'il y a dans ton contexte est le plus important. Moi, je préfère des composants avec des single responsibility et chacun fait son truc bien, et plutôt que d'avoir une application qui doit normalement envoyer des messages, mais finalement, elle ne le fait pas, et pourquoi et comment, et après, c'est des trade-offs. Là, je ne me prononcerai pas. En tout cas, j'ai besoin d'avoir beaucoup plus d'informations pour déterminer si oui ou non c'est une bonne idée. Alors, ce que je vous propose, Nicolas est là. Nous pouvons tous après lui poser enrichir la discussion qui a été commencée pendant ces questions. Avec plaisir. Au Meet and Greet. Et je vous invite à rejoindre le Meet and Greet. Et merci beaucoup encore. Merci.